Bonsoir, bonsoir. Du coup, 3 speakers pour ce dernier Rex de la journée que je vais inviter sur scène. Il s'agit de Vincent, Franck et Maxime d'ADO pour un Rex sur ADO, sur la marketplace, avec comme titre « Avec GitOps, arrête de bricoler ton cluster ». Salut Vincent. Salut. Je vais monter Franck et Maxime. Bonjour. Salut Franck. Bonjour, bonjour. Est-ce que ton micro marche bien, Franck? Ouais. Ok. Salut Maxime. Bonjour. Tout va bien. Je vous laisse la place pour 45 minutes de présentation. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais partager. C'est bon pour vous là? Oui. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais juste switcher 2 secondes quelque chose. Excusez-moi. Bonjour à tous. Merci d'être présents. On va passer un petit 3 quarts d'heure ensemble. Hein. On va vous faire un petit Rex à 3. Alors, c'est un peu particulier. Vous avez la chance d'avoir 3 speakers pour le même prix. Hein. On ne vous fera pas payer plus cher, vous inquiétez pas. Et on va vous faire un peu un Rex sur comment on a opéré notre cluster, nos clusters via GitOps sur le projet de la marketplace européenne d'ADO. Donc, on verra rapidement qui on est, le contexte du projet, puis on fera un petit focus sur les problématiques que l'on a rencontrées, nos implémentations, nos réalisations, et on finira par une magnifique démo que Franck nous fera. Alors, qui on est? On travaille tous chez ADO dans le domaine qui fournit les solutions cloud pour tout ADO, pour les devs et les ops. Et je vais laisser Vincent et Franck se présenter. Hein. Bonjour, donc Vincent Guardiola, je suis tech leader dans l'équipe Cloud Containers chez ADO. Et ça fait 4 ans que je travaille chez ADO. Je travaille principalement sur tout ce qui est Docker et conteneurisation avec orchestration de Kubernetes. Donc, bonjour à tous, moi c'est Franck Degrave et j'ai rejoint ADO il y a 1 an et demi. Et comme Vincent, je suis tech leader sur ADO et Kubernetes. Et donc, moi, Maxime Tricno, je suis chez ADO aussi depuis 1 an et demi comme Franck, et je suis product manager sur le domaine Cloud Solution. Donc, ADO, en quelques chiffres, hein, je vais passer assez rapidement, c'est 5 millions d'habitants, de clients, pour un chiffre d'affaires à peu près de 23 milliards, c'était en 2018. On a 26 entreprises indépendantes, mais interconnectées. Donc, quand on dit 26 entreprises, il va y avoir Leroy Merlin, Weldom, Zodio, je pense que vous les connaissez. On est répartis dans à peu près 15 pays, et que pour que tout ça, ça marche, la chose la plus importante chez ADO, c'est l'humain. Et donc, du coup, on a à peu près 120 000 collaborateurs qui sont là pour aider, conseiller nos clients dans leurs projets. Et grâce à eux, et un peu grâce à vous hein, pour vos achats chez Leroy Merlin, ADO est leader européen et 3e acteur mondial sur l'amélioration de l'habitat. Donc, le contexte, donc ADO, c'est plutôt une entreprise avec une ADN physique qui a dû se transformer, hein, qui a entamé d'ailleurs sa transformation pour concurrencer les acteurs digitaux. Et comme j'ai dit juste avant, ADO, c'est un ensemble de BU, d'entreprises autonomes. Hein. On va retrouver par exemple Leroy Merlin France, Leroy Merlin Russie, et chacun ont leurs développeurs, chacun ont leur site web. Et donc, un des enjeux de cette transformation, c'est pas que technique, c'est aussi humain. Donc, c'est de faire travailler tout le monde ensemble sur un même projet, passer plutôt d'un mode local à un mode global, et du coup de co-construire une marketplace européenne, voire mondiale, en inner source. Donc ça, c'était le contexte du projet. Et
Derrière tout ça, faut savoir que pour construire ce genre de projet, ben, on a plus de 50 équipes produits différentes, des centaines de développeurs. On a besoin d'harmoniser la façon de travailler, la façon de coder. Et donc, ben, d'avoir des plateformes techniques communes. Et tout naturellement, on est parti sur des standards autour de Docker, Container et Kubernetes. Du coup, notre challenge, il a été de monter une nouvelle plateforme technique, un Kubernetes, hein, avec des contraintes assez fortes. La première, c'était le temps de réponse. Un des objectifs techniques de ce site européen, c'est de pouvoir gérer des gros trafics. Donc, pour donner des chiffres, on nous a demandé 100 000 requêtes par seconde, hein. De l'expérience opérationnelle, donc on parle ici d'un site web européen, voire mondial. On ne peut pas se permettre des interruptions de service. Il y a des gros risques de perte de chiffre d'affaires, de perte d'image, de marque et perte de clients. Un client qui n'est pas servi, ben, il va aller à la concurrence et après il va y rester. Et le dernier point, bah, c'est plutôt des points techniques, hein, multi-cluster, multi-région, bah, ça va être pour la robustesse, hein, pour la haute disponibilité. Et le multi-cloud, bah, on parle d'adresser plusieurs pays, notamment la France, la Russie, le Brésil, et on va avoir des clouders qui ne sont pas présents, notamment la Russie, qui ont des législations un peu particulières. Donc ça, c'était nos contraintes. Donc avec toutes ces contraintes, le choix s'est tout naturellement porté, hein, vers Kubernetes, hein, comme je disais. Pour rappel, pour ceux qui étaient enfermés dans une grotte les 5 dernières années, Kubernetes, c'est une solution d'orchestration basée sur la containerisation, hein. Et en gros, dans notre cas, ça va permettre d'harmoniser la façon de déployer les applications, donc via du scripting, etc. D'avoir de la scalabilité. Donc, on doit pouvoir gérer de l'événementiel, notamment le Black Friday qui arrive bientôt, hein. Donc, ce type de feature est très intéressante pour nous. Et après, on va avoir des features techniques comme le self-healing pour la réparation des pods. Et voilà. Donc ça, le principal avantage qu'on y voit, c'est d'être un standard et ça va permettre d'uniformiser la façon de travailler de l'ensemble des équipes qui vont bosser sur ce projet. Du coup, notre choix, ça a été, l'équipe travaillait déjà sur de la conteneurisation, sur l'orchestration de conteneurisation depuis des années, et on propose déjà des plateformes à base d'OpenShift. Sur ce projet-là, on a fait un choix un petit peu différent. C'était de manager le moins possible de services et de se concentrer sur notre valeur ajoutée. Et du coup, en ayant un partenariat avec Google, ben, on a choisi leur off manager GKE. Donc, on avait déjà pas mal d'expérience, comme je vous disais, hein, sur le management de cluster OpenShift, plutôt basé sur de la CI/CD. Et on a donc voulu nous servir de cette expérience pour essayer de manager mieux nos clusters GKE. Et là, je vais passer la main à Vincent qui va nous expliquer un peu toute la démarche que l'on a entreprise. Alors, je vois pas. Voilà. Alors, je pense que tout le monde a déjà été confronté à ce genre de problème qui a touché à mon infrastructure. Alors, je sais pas si vous faites des astreintes, mais on a déjà été réveillé la nuit parce qu'il y avait eu des modifications sur l'infra sans que forcément on soit au courant. Donc, chez ADO, on a le même problème, hein. Je pense que ça arrive partout. Donc, il a fallu qu'on trouve des solutions pour ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé comment on a fait notre cheminement pour arriver à GitOps. On a commencé l'expérience Kubernetes dans l'équipe Cloud Containers avec deux clusters qui étaient basés sur du OpenShift. Donc, on a eu un premier réflexe quand on a commencé ces deux clusters qui était de tout mettre dans Git. Que ce soit nos manifestes de déploiement de nos diverses applications ou nos scripts. Et puis, donc, ça marchait bien. Quand on avait besoin de faire une modification, on partait de notre repo Git et on appliquait nos scripts ou nos manifestes. Rapidement, on a grossi et on est passé à 6 clusters. Donc là, il s'avère que 6 clusters, quand on doit faire des actions manuelles, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc la suite logique a été de construire des pipelines. On a été sur Git. On a construit des pipelines GitLab CI pour déployer nos manifestes et opérer nos clusters. Par contre, on s'est rendu compte dans le temps que c'est pas parce qu'on faisait du pipeline qu'on n'avait pas des opérations manuelles
qui étaient faites sur les clusters. Et que, à partir du moment où on commence à faire des opérations manuelles sur des clusters, sur des choses qui ont été déployées via une pipeline, ça peut poser problème parce qu'on a une incohérence entre ce qui se trouve sur Git et ce qu'on a réellement sur le cluster. La certitude qu'on avait acquis, c'est que Git était notre point central et que tout devait se trouver sur Git. Et puis en septembre, on a commencé notre réflexion sur GKE pour répondre à la demande de la plateforme européenne. Donc, on était beaucoup plus mature que ce qu'on avait pu l'être quand on a commencé OpenShift, et on savait ce qu'on voulait. On voulait que nos clusters soient uniformes, c'est-à-dire que les outils qu'on avait à déployer sur nos clusters, qu'il qu'ils soient déployés de façon identique partout. Ce qu'on ne voulait pas, c'est d'avoir du déploiement manuel. On ne voulait plus d'actions manuelles sur nos clusters, hormis tout ce qui était lié au run ou au debug de nos clusters. Ce qu'on voulait, c'était que nos applications soient résilientes. Que, à partir du moment où on déploie un ingress, par exemple, s'il y a un problème sur l'ingress, il soit capable de s'auto-gérer, s'auto-réparer. On voulait que nos applications soient immuables. Donc, chaque changement demeure identique à soi-même. Et donc, c'est à partir de cette réflexion et de ces problématiques qu'on avait qu'on s'est décidé à faire du GitOps. Alors, GitOps, c'est quoi? GitOps, c'est quelque chose qui est apparu avec Kubernetes. La première fois qu'on entend parler de GitOps, c'est à la KubeCon en 2017, par le CEO de Weaveworks. Et il explique que GitOps, c'est pas pousser du conteneur, c'est pousser du code. L'idée générale de GitOps, c'est que Git devient notre seule source de vérité. Git, ça va être le seul endroit où on va opérer. C'est l'endroit où, quand on va faire une merge request, ça va correspondre à un déploiement sur notre cluster. L'avantage, c'est que chaque changement, étant donné qu'on est sur Git, sera vérifiable et observable, vu qu'on pourra faire du diff, par exemple. Donc, avec GitOps, on va réussir à obtenir une convergence entre ce qu'il y a de déployé sur notre cluster et de ce qu'on a sur Git. Mais Git tout seul ne suffit pas à faire du GitOps. Pour qu'on puisse faire du GitOps, il faut un contrôleur qui va être, lui, capable de vérifier s'il y a une conformité entre ce qui est déployé sur notre cluster et ce qui est déployé et ce qui est réellement sur notre Git. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans GitOps, il y a quatre fondamentaux. Le premier, c'est tout est déclaratif. C'est-à-dire que chaque action, chaque opération qu'on va vouloir faire sur notre cluster, on va l'écrire de manière déclarative et on va la traiter comme du code. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va avoir un état de notre configuration dans Git. On va pouvoir versionner nos configurations et l'avantage de ça, c'est qu'on pourra déployer, annuler, faire des reverts facilement, vu qu'on est sur un gestionnaire de code source avec Git. On va en fait pouvoir tirer pleinement parti de ce que nous offre Git. Le troisième point, c'est que tous les changements qu'on va opérer sur notre cluster seront faits à partir de pull requests. L'avantage de faire des pull requests, c'est qu'on va pouvoir faire de la revue de code. On va pouvoir, par exemple, déléguer cette revue de code à des opérateurs ou à des gens qui n'auraient pas forcément un accès sur le cluster, un accès en mode CLI. Et on va pouvoir lancer des tests sur les pull requests. Par exemple, dans l'équipe, quand on pousse des manifestes sur notre Git, avant de valider les pull requests, on a un petit outil qui s'appelle Kubeval, qui permet en fait de checker, de vérifier la cohérence des objets Kubernetes en fonction de version de Kubernetes qu'on lui donne. Pour que tout ça opère, il faut, comme j'ai dit précédemment, il faut qu'on ait un contrôleur. Le contrôleur, lui, il va permettre
l'automatisation et il va faire une vérification perpétuelle de ce qui est déployé et de ce qu'il y a dans Git. Et il voit une différence entre ce qui se trouve sur le cluster et ce qu'il y a dans Git, il va être capable automatiquement de corriger le problème ou d'appliquer la configuration qui, pour lui, est la configuration correcte. Sa source de vérité, c'est Git. Donc, il sera capable d'appliquer la modification. Pour choisir ce contrôleur, il y a deux implémentations qui sont dispo via GitOps, via la méthode GitOps. Il y a la première stratégie qui est une stratégie de push, pardon. C'est une stratégie un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle consiste à utiliser votre forge actuelle. Ça peut être du Jenkins, du GitLab CI, voire du GitHub Action. Et sur chaque commit de Git, va déclencher soit un webhook, soit une action manuelle pour pousser en fait votre configuration, vos modifications sur votre cluster. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de pull. En fait, elle va consister à laisser l'infrastructure s'autogérer via ce contrôleur dont j'ai parlé tout à l'heure. Le contrôleur, lui, il va en permanence vérifier donc s'il y a une divergence entre ce qu'il y a sur le cluster et sur Git. Et s'il voit une divergence, eh ben, il va pooler ce qui se trouve sur Git et l'appliquer sur le cluster. La stratégie pool, il y a trois principaux outils qui existent. C'est Anthos Config Management et Flux de la société Weaveworks et Argo CD. Une fois qu'on a choisi la stratégie, donc nous, chez ADO, on a choisi la stratégie de pool. Stratégie de push, on l'avait déjà utilisée avant avec notre CI. On a fait le choix de partir sur une stratégie automatique, donc de pool. Il y a deux types de contrôleurs qui existent sur les stratégies de pool. Le premier type de contrôleur, c'est un contrôleur qui se trouve dans le cluster. Donc, c'est les contrôleurs qui existent pour ça, c'est Flux et Anthos Config Management. Et il existe aussi un contrôleur à l'extérieur du cluster qui est Argo CD. Le contrôleur dans le cluster, il utilise un seul repo, enfin un seul repository Git. Il y en a un par cluster. Et ce que nous, on a reproché un peu à cette méthode, c'est la complexité de la MCO qui va s'appliquer derrière. Quand on parle chez ADO de clusters GKE, on parle de dizaines de clusters GKE. Donc, ça veut dire que si demain, on avait choisi ce type de contrôleur, on aurait été obligé de gérer ce contrôleur sur X clusters. Et on n'aurait pas pu le gérer de façon de manière, avec la méthode GitOps, vu que c'est lui qui fournit cette méthode. Le contrôleur externe de type Argo CD, il a un avantage, c'est qu'il fait du multi-cluster. Il a une gestion centralisée. Il va permettre de déployer en fait sur plusieurs types de clusters. Et il supporte en fait des applications qui vont pouvoir utiliser un repo Git personnalisé. Donc, on a fait le choix d'utiliser Argo CD comme contrôleur. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué avant, déjà parce qu'il est à l'extérieur de nos clusters. On a dédié un cluster uniquement pour Argo CD qui, lui, est capable de répliquer toutes les configurations sur tous nos clusters. Il y a une interface web qui est assez sympa à utiliser. Il y a une API et une CLI qu'on peut utiliser pour créer ces applications ou créer ces clusters. L'autre gros aspect qui nous intéressait, c'était de pouvoir faire du SSO sur ce contrôleur et d'avoir une notion de airbag. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si demain on a des tierces applications qui veulent faire du GitOps via Argo CD, on pourra leur fournir un projet dédié dans lequel on leur mettra des droits pour gérer le déploiement de leurs applications. Il y a un truc super intéressant qui est les CRD.
Alors, CRD, c'est Custom Resource Definition. C'est l'extension, hein, pour faire très simplement, c'est l'extension de l'API Cube par rapport à des opérateurs. Et donc, dans cette extension, il y a un objet qui s'appelle application qui permet de créer des applications pour pousser nos confs sur nos clusters. Et le dernier point, c'est que en termes de templating, Argo CD est quand même assez bien fourni puisqu'on sait faire du customize, on sait faire du Helm, on sait faire forcément tous les manifestes basiques de Kubernetes. Donc, c'est le choix qu'on a fait sur Argo CD. Une fois qu'on a commencé à mettre ça en place, on a été confronté à... Alors, c'est pas un problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir beaucoup de manifestes à gérer. Quand on déploie un cluster chez ADO, un cluster GKE, nous, on fournit un certain nombre d'outils, donc de manifestes, hein, d'opérateurs, d'ingress, ainsi de suite. Et on a un type de déploiement et de manifestes par serveur, ce qui fait qu'on multiplie énormément le nombre de fichiers qu'on doit gérer. Donc, c'est pas possible, c'était pas gérable. Sachant que quand on fournit un ingress, la seule chose qui va différencier d'un cluster à l'autre, ça va être principalement le nom du cluster et son domaine. Donc, on s'est tourné vers un autre outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kustomize. Kustomize, c'est quelque chose qui permet de customiser en fait la configuration de nos déploiements en gardant une base commune. Ça veut dire qu'on crée un manifeste commun à l'ensemble de nos clusters et via un système de YAML, en fait, il faut créer un fichier qui s'appelle customize.yaml. On va dire sur tel type de manifeste, tu vas appliquer telle configuration en plus. Concrètement, on utilise, nous, sur nos clusters, une route ingress pour tester nos ingress controllers. Et le déploiement est identique sur tous les clusters. Donc, il était hors de question de déployer en fait l'ensemble des manifestes de ce déploiement sur tous les clusters. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un déploiement commun à tous les clusters et via Kustomize, on a créé juste la spécificité en fait de l'ingress route avec le nom du domaine. Donc voilà, je vous ai présenté un peu la partie théorique et comment on a mis en place. Maintenant, Franck qui va vous présenter le chantier qui a suivi derrière. Donc, moi, je vais vous présenter les composants qu'on a mis en place et qu'on gère via du GitOps. Donc, on a commencé par créer un opérateur qui alimente une CMDB pour faire de la facturation à l'usage d'un utilisateur. Donc, aujourd'hui, on facture les utilisateurs en fonction de la charge CPU qu'ils consomment. Pour répondre à l'enjeu européen de la plateforme de la CDP, donc c'est la plateforme européenne, on a beaucoup de trafic. On a fait une phase d'étude des différents ingress controllers. Donc on a testé Istio, Glue, trafic entreprise, achat proxy, et on a choisi trafic car il répondait en moins de 20 millisecondes avec une charge de 100 000 requêtes par seconde et il permettait de gérer facilement les certificats, donc Let's Encrypt et autres, et ainsi que gérer le renouvellement. Donc on est sur des clusters mutualisés avec différentes équipes. Et donc on a mis des composants de sécurité. On a développé un opérateur qui permet de setter une network policy à chaque création de namespace afin d'isoler ce namespace d'un point de vue réseau. On a mis en place des pod security policy pour empêcher les escalations. J'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Les escalades de privilèges, ouais, merci. Je suis bloqué là-dessus. Donc, pour empêcher les escalades de privilèges, on a mis un opérateur pour pouvoir gérer nos secrets dans GitOps. On a également déployé donc CNRM, donc c'est Config Connector. C'est un opérateur développé par Google qui permet de gérer les objets Google. On s'en sert notamment pour gérer l'IAM Google pour donner l'accès aux utilisateurs sur nos clusters. On a mis également des applications de monitoring.
Donc, on a mis une application qui déploie un test end-to-end toutes les 5 minutes, donc pour nos SLO, pour garantir qu'on peut déployer à tout moment des déploiements sur nos clusters. On a mis des applications pour vérifier l'exposition publique et privée de nos clusters et ainsi que pour pouvoir vérifier la validité du certificat Let's Encrypt. Et chez ADO, il y a il y a une équipe de monitoring et d'autres équipes, et on utilise le GitOps pour déléguer une partie de l'administration sur nos clusters. Donc on crée les namespaces, les services accounts, les rôles et les role binding pour les équipes tiers en GitOps. Donc pour faire tout ça, on a quand même rencontré des difficultés, des problématiques et des interrogations. Donc je vais vous expliquer. La première, c'était comment on peut tester, assurer un changement toutes les semaines, donc de façon stable, et pouvoir faire un rollback en un clic. Donc on a mis en place un processus de release management. Donc à chaque user story, on crée une branche spécifique pour cette user story. Une fois le développement terminé, un autre membre de l'équipe teste cette user story. Et en début de semaine, comme on livre toutes les semaines, on prend cette branche, on la merge dans master et on fait un tag, une release. On fait un tag GitHub avec une release. Donc le tag est immuable. On qualifie cette release sur nos environnements de staging et une fois validé, on livre en production. Donc, une autre problématique, ça a été la gestion des secrets de façon sécurisée, car chez ADO, on travaille en inner source, donc nos repos sont publics pour tous les développeurs d'ADO. Donc, et on fallait trouver un moyen de pouvoir mettre ces secrets sur le repository GitHub. Donc, on a utilisé l'opérateur Bitnami, seal secret, pardon, développé par Bitnami. Donc, ça nous permet de déposer un secret chiffré sur GitHub. Et l'opérateur qui tourne dans le cluster, lui seul, a la clé de déchiffrement. Donc, il récupère le secret chiffré sur GitHub, le déchiffre et crée un secret Kubernetes. Une autre difficulté, ça a été de l'installation de trafic, car la configuration de trafic se faisait par un CLI, donc TCTL, et on ne pouvait pas le faire en GitOps. Donc, on a fait dans un premier temps un contournement en développant un script Python pour appliquer cette configuration à la fin de notre GitOps. Et on a travaillé avec les équipes de trafic pour résoudre ce problème. Et depuis la version 2.3 de trafic sortie le mois dernier, on peut appliquer cette configuration via un config-map. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration sur Argo CD. Donc je vous invite à switcher sur mon écran. J'arrête le. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc pour la démo, on a préparé un repository. Donc je vous montre une application de démo. Donc c'est un manifeste Kubernetes classique avec un namespace, un déploiement et un service. Et dedans, il y a aussi une ingress route pour exposer l'application. Donc pour vérifier, pour l'instant, elle ne marche pas. C'est sur un cluster GKE avec un Argo CD qui est vierge à part l'installation de trafic. C'est pour ça que vous avez une page 404. On va voir comment on déploie l'application. D'abord, on crée l'application. On lui donne un nom. Okay. Il y a deux modes de synchronisation dans Argo CD, donc manuel ou automatique. On va commencer par une synchronisation manuelle pour la démo, pour pouvoir vous montrer en cas d'erreur ce qui se passe. Donc je mets le repo, je mets la branche, on est bien sur la branche dans le dossier démo apps. Donc je mets le chemin. Cluster et je crée. Donc là, il a déployé l'application avec les objets.
On voit qu'on en est en out of sync puisque j'ai fait une synchro manuelle. Donc pour l'instant, l'application ne marche pas. Je vais synchroniser. Et là, il va faire une différence entre le cluster et les manifestes. Et là, il est en train d'appliquer les manifestes. Donc on voit que tout s'est bien passé. Il a déployé tous les objets. On a un pod qui est running depuis quelques secondes. Donc là, si j'actualise, j'arrive bien sur la version 1 de mon application qui est déployée. Donc, maintenant, Vincent va simuler une erreur humaine, comme si quelqu'un avait touché au cluster. Donc il va faire quelque chose sur une... Voilà. Donc Argo l'a déjà détecté. Il a cassé le déploiement. Donc on voit que c'est désynchronisé. Et donc là, je peux corriger parce que je suis en synchro manuel. Ça va corriger et vous allez voir le pod, hop, il retourne. On voit depuis quelques secondes. Voilà, il est running. Donc mon application marche toujours. Hop, maintenant, on va mettre la même chose, mais en auto-sync. Donc, je vais éditer l'application. Donc là, on est en auto-sync. Et si Vincent refait une fausse manip, vous allez voir, ça repasse en orange, voilà, et ça va se recorriger quasiment instantanément. Argo CD a détecté qu'il y ait une erreur sur le cluster et l'a resynchronisé sans faire d'intervention de ma part. Alors, juste un truc, je sais pas si, je me permets de couper, je sais pas si c'est moi qui ai une latence, mais il y a une toute petite latence. Vincent, tu vois la même chose ou pas? C'est pour être sûr que quand tu Non, parles, Oui, je sais il y a pas une si légère on a une latence. latence. Donc, attends juste un petit peu entre chaque action parce que des fois, il y a un petit peu de latence et on voit ok. pas tout. Tu vois, Jonathan confirme qu'il y a un petit peu de latence. Donc, prends bien le temps entre les écrans. Comme ça, sinon, tu parles un peu avant et je sais pas pourquoi il y a un peu de latence. Il n'y avait pas ça au début. Ok. Et voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Donc là, on est en version 1 de l'application. Et on va voir comment la passer en version 2 avec Argo CD. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à aller sur notre repo GitHub. Donc, je retourne sur le déploiement de l'application. Là, on voit bien qu'on est en version 1. Justement, on voit pas encore, hein. Il y a une très grosse latence. Je sais pas si c'est. Là, je suis en train de, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train d'éditer en V2. On le voit seulement. Moi, je vois l'écran. Là, c'est validé, ouais. Hop, et je fais le commit. Donc normalement, il faudrait faire une merge request et le faire valider par quelqu'un de l'équipe. Mais pour la démo, là, on fait directement sur master. Donc là, j'ai fait la V2. Et donc Argo CD, il met 1 à 5 minutes à détecter le changement. Donc là, pour la démo, je vais l'aider. Je vais faire sur synchroniser. Et on va bien voir que ce pod-là change une fois que j'appuie. Le pod qui tourne qui a 2 minutes. Donc, je synchronise. Ouais, il y a une très très grosse latence. Alors, on voit, hein, quand même des choses. Là, on voit que ça a créé 2 pods. Donc Il y a là, une on voit petite que le latence, pod ouais. a été créé depuis quelques secondes. Donc j'attends un peu pour que vous voyez. Là, ça va, on voit bien. On a vu en plus la création, les 2 pods, le temps qu'il crée le nouveau et Donc là, on est qu'il en en a reçu. TMV1. Si j'actualise, on est bien passé en V2. Donc toutes les actions que j'ai faites, là, ça a été manuellement dans Argo. Et donc, en fait, Argo se base sur des YAML Kubernetes. Donc, toute sa configuration, il la stocke dans des YAML. Et donc, cette application, tout ce que j'ai fait à la main, on peut le créer. Il y a également un YAML. Donc là, j'ai une application Hello GKE qui ne fonctionne pas. On va la déployer. Je vais vous montrer à quoi ressemble le YAML. Donc, l'application Hello GKE. Donc, comme Vincent disait, c'est des CRD. Donc, il y a une CRD Argo, une Custom Resource Definition, de type application. Et tous les champs que j'ai saisis tout à l'heure, on les a dans le YAML, donc son nom,
le repository Git, le chemin, la version, le serveur. Donc j'ai un YAML. Donc là, je suis connecté sur le cluster GKE. Voilà. Le YAML. Et si je fais un kubectl apply, là, il m'a créé l'application. Donc j'attends pour que vous voyez le message que ça a été bien créé. Et donc on va retrouver cette application dans Argo CD automatiquement. Hop, donc il a bien créé Hello GKE. Donc, hop, avec les objets. Donc l'application ne marchait pas. Et là, si j'actualise, on arrive bien sur Hello GKE. Donc ça, c'était pour la partie démonstration. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble notre Argo CD de production. Donc, notre Argo CD de production est là. Donc on a une application par cluster GKE avec, je sais pas si vous voyez ici, c'est la release. Donc on fait des releases toutes les semaines. Donc aujourd'hui, notre version de production, c'est la 0.2.12. Et on a également des clusters de sandbox avec des branches. Ici, c'est une branche de développement. Il y a des collègues qui travaillent sur leurs user stories dans des clusters. Et donc un cluster de production au hasard qui contient tous les objets qu'on a fait pour la production. Donc on a des config maps, des namespaces, on a beaucoup d'objets services, on a tous les services accounts, toutes les CRD. Bon, je passe un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. Tous les déploiements, nos opérateurs, les network policy, les contrôleurs style secret, tous les pods pour les... Donc ça c'est tous les secrets chiffrés, les rôles IAM de GKE et de Google, en passant par config connector, tous les cluster roles, les role binding, et tous les ingress au trafic pour les clusters, pour les applications de monitoring. Voilà. On peut passer aux questions. Alors, au niveau des questions, j'ai vu dans le chat, bah voilà, Vincent a répondu. Hein. Vincent est très maladroit, il fait plein de bêtises en production et il a supprimé un déploiement par erreur. Et donc, c'est effectivement, j'imagine que la commande, tu avais fait une commande cube pour aller supprimer le déploiement, c'est ça? Après, j'ai supprimé le déploiement parce qu'on Donc, est sûr que c'est un objet qui est pas recréé automatiquement. Voilà, comme si on supprime un pod, il sera recréé. Un déploiement, on sait que s'il n'y a pas un GitOps derrière ou quelque chose qui le repousse, il peut pas être recréé automatiquement. ensuite, dans les questions, il y avait Jean-Yves qui a posé quel est le choix de branching au niveau Git, typiquement Gitflow vs TrunkDev, a été mis en œuvre. Pourquoi est-ce que ce choix a un impact sur la solution? Alors, j'aurais tendance à dire bonne question. Là, le process qui a été mis en œuvre, c'est celui qui a été montré par Franck. Hein. Je suis pas expert hein, sur le sujet, mais on est plutôt parti. Donc, comme on expliquait, hein, on a une US. L'US, on fait une branche pour cette US. Après, on va merger sur le master une fois qu'on l'a validé on a une print review et démo tous les lundis. Une fois que les US sont acceptés par le PO, elles sont validées, on les merge, on crée un tag et du coup, ce tag-là, immuable, hein, comme expliquait Franck, c'est ce qu'on livre après, ce qu'on teste déjà sur nos recettes, et avec des tests de non-règles, etc. Et ce qu'on va déployer en production. Donc, la question, désolé si je réponds peut-être à côté de la plaque, mais si je me permets, en fait, par rapport aux connaissances que j'ai, Gitflow, c'est une méthode ou c'est je crois que c'est une méthode qui permet d'utiliser pour pousser des choses sur Git. Nous, on fait pas de Gitflow, on utilise Git assez simplement. Voilà, on n'a pas de méthode de type Gitflow pour faire des commits ou gérer nos branches.
En tout cas, la dernière question, donc, est-ce que ce choix a un impact sur la Non. solution? J'aurais tendance à dire non. En fait, il faut dissocier ton repo Git, il va se baser sur un repo Git. Après, ce que tu fais avant, ta gestion de flow de développement avant, au final, lui, il s'en fiche. Nous, on a mis un flow qui nous correspondait. D'ailleurs, on a itéré plusieurs fois, hein. On n'avait pas cette itération-là au départ. Donc, en tout cas, la réponse, je pense que je peux dire non, ça n'a pas La d'impact sur solution, la elle solution. garantit juste que ce qu'il y a entre ton repo Git et ce qu'il y a dans le cluster Kubernetes, c'est ISO. Peu importe si tu as fait des changements à la main sur le cluster Kubernetes. Donc après, peu importe comment tu gères ton Git, il n'y aura pas d'impact. Voilà. Il y avait d'autres, je pense pas qu'il y avait d'autres questions. Non, je pense que c'est bon. Oui, donc Ouais. on est désolé pour la latence. C'est vrai que la démo, elle était un peu moins fluide que tout ce qu'on avait répété. On s'en excuse. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On va rester dans l'espace détente si vous voulez venir discuter 2 secondes, ou même 5 minutes, 10 minutes. On est là, on se met à une table. Merci messieurs Merci. pour cette présentation. Vous pouvez vous rester sur, aller en salle 1 sur les tables parce qu'on va finir cette journée avec le takeaway et mot de la fin à 17h30. Donc, vous pouvez aller une dizaine de minutes sur une des tables de la salle 1. Super. Merci beaucoup Ça pour marche. ce talk et ce Rex très intéressant. Et peut-être à l'année prochaine. On Peut-être. va passer une bonne session. Avec À plaisir. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne soirée.